Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de À vrai dire, l'émission de débat de Odile TV. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement et plus spécifiquement du nucléaire. On remercie nos invités d'être avec nous sur le plateau d'Odile aujourd'hui. Donc Carole Bonin, vous faites partie de l'écologie Les Verts. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, donc Carole Bonin, je suis professeure des écoles, adhérente chez Les Verts depuis 15 ans, donc maintenant Europe Écologie Les Verts. Je suis également adhérente à Greenpeace depuis une quinzaine d'années et puis à une association plus locale, Terrico, qui s'occupe d'environnement aussi. Et je suis élue au conseil municipal de Monceau. Avec nous, on a aussi donc Lucas Ferrari, donc citoyen et qui a aussi fait ses études dans la gestion et protection de la nature. Moi, je suis un résident de Monceau depuis ma tendre enfance et je viens participer à ce débat en tant que simple citoyen. Donc avec nous aussi Robert, qui fait partie du mouvement La France Insoumise. Donc bienvenue Robert, est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour ? Oui, alors moi je suis retraité, je fais partie du mouvement La France Insoumise et je suis ancien salarié des mines et en fin de carrière de la centrale de Lucie. Et enfin Samuel Joanny, qui fait partie du CAUE à Monceau-les-Mines. Est-ce que Samuel, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le CAUE ? C'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc c'est une association qui conseille les particuliers et les collectivités. Et dans ma branche, qui est le conseil énergétique, donc je fais du conseil aux gens qui souhaitent rénover, construire leur maison, choisir leur isolation, chauffage, énergie renouvelable, sur toutes ces thématiques-là. Donc, c'est un conseil gratuit, neutre et indépendant. Donc merci à tous d'être venus. On va commencer par lancer le débat sur le nucléaire. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le nucléaire, ce que c'est l'énergie nucléaire et pourquoi aujourd'hui c'est un débat public et médiatisé Donc voilà, je vous laisse la parole. Oui, ça fait un petit moment que l'atome titille les responsables politiques, économiques ou militaires. En octobre 1945, donc 5 mois après la fin de la guerre, Charles de Gaulle a créé par décret le commissariat à l'énergie atomique. Et l'objectif, c'était de développer une bombe française. Et c'était l'objectif premier. On est venu au nucléaire pour produire l'électricité à partir de 1973, avec le plan Mesmer. On a lancé le nucléaire français et était motivé par le premier choc pétrolier qui mettait en évidence la forte dépendance française à l'étranger pour son développement, la demande d'électricité qui doublait tous les 10 ans, suivant la croissance forte des 30 glorieuses, et notre dépendance énergétique aux ressources fossiles, gaz, charbon, pétrole, qui était limitée, voire quasiment inexistante sur le territoire français. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter ? Pourquoi aujourd'hui on estime que c'est dangereux ? C'est vrai que dans les années 80, étant donné qu'on avait une grosse production nucléaire, il y a eu des incitations notamment au niveau du gouvernement pour favoriser le chauffage électrique. Parce qu'on avait une grosse production nucléaire, on ne savait pas quoi en faire en gros. Et du coup, le boom du chauffage électrique est apparu dans ces années-là. Ce qui fait un petit peu la spécificité française, c'est qu'on a beaucoup de chauffage électrique en France, contrairement à d'autres pays. Tout simplement parce que le nucléaire a permis aussi l'énergie à bas coût, contrairement à nos voisins européens qui sont, on va dire, à 25 centimes le kilowattheure. En France, on va tourner autour de 16 centimes à peu près le kilowattheure. Et ce qui engendre des grosses contraintes, c'est que, notamment, on a beaucoup de radiateurs électriques aujourd'hui. C'est une des énergies les plus chères au niveau du chauffage. Donc, pour en sortir, c'est compliqué. Parce que quand on a des radiateurs électriques, par définition, on est un peu menotté chez EDF, quoi. Donc ça sous-entend installer un chauffage central, etc. Donc on a encore l'héritage des années 80 aujourd'hui qui est encore vivace et compliqué à mobiliser et à bouger dans les années actuelles, quoi. Et alors pourquoi aujourd'hui le nucléaire c'est un problème ? Pourquoi c'est dangereux ? Alors moi je veux bien prendre la parole et mes collègues compléteront. Effectivement, on est tellement nucléarisé, on a 58 réacteurs en France, donc si on regarde la carte de toutes les centrales, les réacteurs, etc., ça maille tout le territoire français. Donc ce qui nous inquiète, nous, on n'en a pas en Bourgogne ni en Saône-et-Loire, mais on en a tout autour, dans les régions proches. Et sans parler des accidents majeurs que tout le monde connaît, Tchernobyl, Fukushima, etc. On espère tous, évidemment, autour de cette table qu'il n'y en aura plus d'accidents.
Mais il y a quand même des accidents mineurs tous les ans, énormément. On n'en entend pas parler malheureusement dans les médias. Mais régulièrement, voilà, il y a des petites fuites, il y a des problèmes dans les cours d'eau environnant ces centrales. Et puis, il y a toujours, de toute façon, au niveau du danger, le stockage des déchets, dont il faudra s'en occuper, même quand on sera sorti du nucléaire, puisqu'il n'y a pas de solution à long terme. Le sarcophage à Tchernobyl, personne ne veut le payer. Il est en train de se fissurer. C'est des milliards et personne ne veut le payer. Fukushima, et voilà, on n'en parle plus beaucoup, mais la situation est catastrophique là-bas. Donc, on espère qu'il n'y aura jamais d'accident en France, mais étant le pays le plus nucléarisé, on est quand même très inquiet là-dessus. Donc, sans parler des accidents, il y a de toute façon le problème des déchets qu'il faut gérer dès maintenant. Et le problème de notre indépendance énergétique aussi, parce que ça sous-entend aller chercher l'uranium. En France, on n'en a pas énormément. Donc, ça veut dire aller chercher dans des pays comme le Canada, par exemple, mais surtout le Niger, où il y a des tensions géopolitiques assez importantes. Et du coup, on est forcément dépendant d'autres pays exportateurs. Et ça sous-entend derrière que pour faire du nucléaire, de toute façon, on est obligé d'avoir du pétrole. Parce qu'il faut aller chercher le nucléaire, il faut aller l'extraire, il faut aller le transporter, il faut l'utiliser sur place. C'est d'ailleurs un peu la même chose pour toutes les énergies. Hein. Dès lors qu'il faut bâtir un système énergétique, que ce soit des énergies renouvelables ou autre, on est sur comme une consommation de pétrole à la base. Et alors, pour rebondir sur notre territoire, la Saône-et-Loire, est-ce que quelqu'un pourrait nous parler de l'histoire du nucléaire ici, sur notre territoire Quelles sont les questions qui se posent à notre échelle Il y a déjà, sur le territoire de Saône-et-Loire, il y a déjà le Creusot et Chalon, puisque Framatome construit Framatome, et Areva qui est redevenu Framatome, où il y a eu déjà des problèmes techniques sur la construction de l'EPR, puis qui n'est pas encore terminé, et puis qui coûte actuellement, si mes chiffres sont exacts, il me semble que c'est 7 milliards de plus que prévu. On ne sait pas quand ça va démarrer un jour. Donc il y a un tel lobby que personne ne veut sortir du nucléaire, et tous les gouvernements qui sont succédés ont renoncé à sortir du nucléaire. Nous, dans notre programme La France Insoumise, c'est marqué dans notre programme qui s'appelle L'avenir en commun, on disait qu'il fallait le programmer, cette sortie nucléaire, parce qu'il ne faut pas rêver, il faut au moins 25 ans, 30 ans pour en sortir. Mais commençons maintenant, et ce n'est pas le cas, il y a encore rien. Et puis, tout l'argent qui est mis pour le grand carénage, il ne sera pas mis pour le développement d'énergies renouvelables. Voilà, on a un vrai problème de... Et alors, en tant que citoyen, comment on se situe par rapport à ça, par rapport à ces questionnements? Par exemple, Lucas, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Je rebondirais plutôt sur la façon dont j'utilise le nucléaire, en fait, surtout sur le fait que, par exemple, moi, j'ai pas de grille-pain chez moi à la maison, enfin, pas de chauffage électrique, quoi, on va dire. Mais effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer. Après, je le vois juste de mon petit point de vue, hein, j'ai quand même l'impression que les gens cherchent plus à mettre des chauffages au bois, enfin... des alternatives, quoi, tout simplement au nucléaire. Après, je ne sais pas si cette tendance-là se voit en termes de chiffres ou quelque chose. Je pense que tu pourras nous en dire plus. En fait, je pense qu'il faut peut-être repartir un petit peu de la base, à savoir que le nucléaire, c'est une énergie qui va être principalement dédiée à la production électrique quand même, et que ça représente environ 80% de la production électrique française. Après, il faut distinguer les sources de production de chaleur, que ce soit à l'échelle d'un ménage ou d'une entreprise ou d'une association ou autre, de l'utilisation sous forme électrique dans les mêmes, pareil, les ménages, etc., quoi. Et au niveau du chauffage, donc dès lors qu'on utilise un système de chauffage, ça sous-entend soit qu'on est sur un réseau de chauffage central, donc chauffer au bois, à la pompe à chaleur, au fioul, au gaz, etc. On peut même mettre des chaudières électriques d'ailleurs sur un chauffage central, c'est tout à fait possible. Voilà, on n'est pas forcément connecté au nucléaire proprement parlé. Par contre, dès lors qu'on est en chauffage électrique, là, forcément, on est relié à 80% au nucléaire, sauf si on fait le choix d'un fournisseur d'électricité qui, pour le coup,
investit majoritairement, voire principalement, dans les énergies renouvelables. Et la grosse contrainte aujourd'hui, c'est, comme je le disais, pour ceux qui chauffent à l'électricité, c'est le coût. Quand on a 16 centimes le kilowattheure qu'il faut payer, nous, on a énormément de gens qui nous contactent, qui essayent de s'en sortir, justement. Donc ça passe par des chauffages d'appoint comme des poêles à bûches, ou le bois bûche, c'est simple. Quand on est à 40-50 € le ster en Saône-et-Loire, ça représente environ 3 à 4 centimes le kilowattheure, comparé aux 16 centimes du kilowattheure électrique. Voilà, il n'y a pas photo, les gens ils font rapidement la comparaison. Par contre, là où on a une contrainte, c'est sur les personnes âgées ou qui se voient beaucoup moins manipuler du bois, ou malheureusement, quand elles sont chauffées à l'électricité, elles n'ont pas beaucoup d'alternatives à bas coût. Ça sous-entend derrière de révolutionner l'énergie de chauffage chez eux, et c'est assez compliqué. Ça sous-entend d'investir dans des réseaux de chauffage central, ça coûte très cher, puis derrière, il faut réinvestir dans une production de chaleur sous forme de chaudière. Et là aussi, il faut rajouter des billets, donc on est vite dans du 15-20 000 € minimum pour investir sur une alternative au chauffage électrique. Donc c'est pour ça que on se retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de chauffage électrique, malheureusement. Et il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui sont chauffés électriques, même sur des maisons assez récentes. Plancher chauffant électrique, ça a été une grosse mode pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est quasiment plus possible dans les constructions neuves, parce que de toute façon, il y a une règle sur la RT 2012 qui impose un minimum de consommation énergétique, et il se trouve que le chauffage électrique est multiplié par 2,58. Donc quand il ne faut pas dépasser 50 kWh par mètre carré et par an, et que l'électricité est multipliée par 2,58, c'est très compliqué d'y arriver. Et donc ceux qui chauffent au plancher chauffant électrique, ils se retrouvent avec des factures phénoménales, et du coup ils nous appellent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là où il y a un vrai sujet de discussion, et c'est compliqué. Alors peut-être que justement on peut développer concrètement ce que sont les alternatives au nucléaire. Donc je sais que Écologie Les Verts et la France Insoumise, vous avez fait des actions il n'y a pas longtemps à Montceau-les-Mines par exemple sur comment sortir du nucléaire pour renseigner les gens, etc. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, des échos que vous avez eus, et est-ce que vous avez essayé de dire aux gens quels problèmes vous avez rencontrés Alors nous, effectivement, là, on a profité, on va dire, du triste anniversaire de Fukushima, parce que voilà, les gens comme ça, ils en entendent un petit peu parler aux médias, notamment aux informations. Donc on rebondit là-dessus en disant, qu'est-ce que vous savez, 7 ans après, là, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Là, dans 15 jours, il va y avoir l'anniversaire de Tchernobyl. C'était un peu le prétexte pour relancer le débat, effectivement, avec la population. Et quand même, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis chez les Verts. On voit, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit tous, c'est que ça progresse quand même, malheureusement aussi avec les accidents qu'il y a eu, mais la méfiance des gens progresse. Donc avant l'émission, là, on discutait, moi je disais, dès qu'on a des gens qui sont pro-nucléaire, on leur dit, ça tombe bien, on n'arrive pas à trouver des sites d'enfouissement, donnez-nous votre adresse, on dit ça en rigolant. Et en fait, ils sont d'accord au bout du compte pour dire, non, les déchets, on n'en veut pas, ils sont dangereux. Donc même ceux qui pensent que on peut rester en nucléaire, que c'est plus ou moins sûr, finalement, au bout du compte, ils n'ont pas non plus de solution pour ça, pour les déchets. Donc, dans la discussion avec les gens, on a quand même l'impression que ça avance. Et notamment, pour parler concrètement au niveau politique, il y a de plus en plus de partis qui défendent cette position qu'il faut sortir du nucléaire. Je pense que si on regarde depuis 30 ans, c'est vraiment progressif, où il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus qu'il faut en sortir, et le plus rapidement possible. Ça devient quand même une question à laquelle on ne peut pas échapper, quoi. Oui, maintenant, ça fait partie vraiment du débat politique. Je pense, oui. Et au sujet des pistes d'amélioration, il y a l'ADEME, donc l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, qui a justement publié un rapport qui démontre que 100% d'énergie renouvelable pour la production électrique, c'est possible. C'est possible, mais pas tout de suite, comme vous le disiez. Il faudra quelques années avant d'y arriver, mais que techniquement, c'est faisable. Et que notamment, le principal problème des énergies renouvelables, c'est le stockage, parce que nucléaire, ça tourne tout le temps, donc il n'y a pas de problème de stockage. Par contre, une éolienne ou un panneau solaire, ça ne tourne pas 24 heures sur 24. Ces problèmes de stockage pourraient être déréglés justement par différents systèmes, donc soit de stockage sous forme d'hydrogène, soit sous forme de méthanisation, de gaz. Il y a des techniques qui existent aujourd'hui, qui sont encore un peu balbutiantes, mais qui commencent à se développer. Il y a notamment des partenariats qui se créent entre GRDF et l'ADEME, justement, pour envisager ces stockages-là. Je
pense à ça parce que le gaz de ville, donc, qui est envoyé dans le réseau français, qui couvre comme une grosse partie de la France, et donc il est issu du gaz qu'on extrait avec le pétrole, hein, mais il peut très bien être alimenté par du biogaz. Donc le biogaz, c'est quoi ? C'est tout simplement l'énergie qui est produite à partir de déchets. Donc ça, c'est super sur le papier. Hein, on peut, à partir de nos déchets, d'épluchures, de lisier, etc., transformer ça sous forme d'énergie, soit électrique, donc c'est la méthanisation, ou soit sous forme de biogaz, donc c'est le gaz naturel qu'on utilise chez soi et qui peut être injecté sur le réseau. Donc ça, c'est en train de développer, mais c'est à l'échelle microscopique. On est sur vraiment une toute petite échelle, mais les solutions existent. C'est techniquement mature, mais pour que ce soit à l'échelle 100% de la production française, on en est très très loin encore. Robert, Lucas, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose là-dessus ? Mais moi, je voulais reparler un peu de la votation qu'on a faite le mois dernier, parce qu'on a été agréablement surpris, parce qu'au niveau national, on est arrivé entre une votation physique et une votation en ligne. En mêlant les deux, on est arrivé... Alors qu'en France, les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur demande de voter pour différentes raisons. Et on est arrivé à 320 000 votants, ce qui est pas mal sur un sujet comme le nucléaire, parce que le lobby est tellement fort que personne n'ose parler du nucléaire, on ne sait pas comment en sortir. Et à Monceau, on était surpris, même agréablement surpris, des jeunes qui venaient nous trouver. Et pas que des jeunes. Beaucoup de jeunes, mais pas que des jeunes. On a été surpris par des gens qui travaillaient sur le nucléaire et qui nous trouvaient en disant « Merci de faire ça ». Parce qu'on a vraiment un problème. Et puis, il faut arriver, comme je disais tout à l'heure, il faut arriver au renouvelable, parce qu'avec le nucléaire, ce qui a été dit un peu par Carole, il y a aussi les déchets, donc c'est pas quoi faire, quoi. L'enfouissement des déchets, chaque année, il y a 1200 tonnes de combustible qui sont irradiés en centrale, hein, et certains ne sont pas considérés comme déchets, comme le plutonium ou l'uranium, quoi, appauvri. Ça compte pas dans les chiffres, donc c'est beaucoup plus que de ce qu'on veut bien nous dire. Donc il faut arrêter tout de suite d'accumuler ces matériaux dangereux pour les générations futures, parce que au propos des solutions, proposer à creuser un grand trou et les laisser tranquilles, on espère que dans 2000 ans. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout le monde va savoir dans 2000 ans où ils sont ces déchets ? Et quels sont les dangers de ces déchets, en fait ? Quels sont les dangers pour les générations futures, etc. Enfin, ça touche la santé, ça touche... Oui, d'irradier les gens, il y a, paraît-il, même des risques d'explosion en sous-sol. On ne sait pas encore... Puis les nappes phréatiques, tout ce qui est sous le sol, c'est n'importe quoi. On ne sait pas tout, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est dangereux et que ça va polluer pour des générations, quoi. En fait, et sur la superficie qu'on ne connaît pas. Ils font le pari que dans des couches soi-disant stables, pendant 100 000 ans, il n'y a rien qui va bouger, quoi. Oui. Donc, c'est un pari risqué. Voilà. Moi, j'aimerais pas de l'ingénieur en charge du truc. Je pense que j'aurais un petit peu... Je serais pas tranquille, quoi. Oui, puis là, on parle des couches qui vont pas... Je pense que c'est pas leur problème, en fait. Là, on a quand même un exemple assez incroyable où là, on vient de décider de vendre l'EPR à l'Inde, qui est dans les endroits au monde où il y a le plus de tremblements de terre. Donc, ça les dérange pas, quoi. Là, on les enfouit, on les verra plus, mais je pense que c'est pas leur problème. On laisse le cadeau pour les générations à venir et ce sera à eux de traiter le souci, quoi. Et après, alors... peut-être qu'une chose qu'on n'a pas abordée, mais qui me paraît quand même essentielle, c'est que je pense qu'il ne faut pas d'abord chercher à tout couvrir de la production nucléaire par d'autres énergies. Il faut commencer d'abord à réduire sensiblement notre consommation d'énergie, à tout point de vue, hein. Et en commençant par les gaspillages, parce qu'ils sont énormes, en fait. Je pense pas à les éclairages inutiles la nuit, des commerces, des éclairages de ville. Et toutes les expériences montrent qu'en les éteignant, ça crée aucun problème. Il suffit de se balader avec une lampe torche. Que le voleur, on le voit beaucoup plus la nuit, dès lors qu'il a avec sa lampe torche à se balader que sous des lampadaires. Éclairer les autoroutes, on voit des inepties comme ça, des pubs, des écrans géants pour faire de la publicité. Enfin, à un moment donné,
faut qu'on arrête ces inepties. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que l'énergie va se raréfier, toutes les énergies, j'entends par là, et qu'à un moment donné, ces choses-là, ça deviendra... Mais... Et est-ce que les nouvelles technologies, elles font qu'on utilise énormément plus de l'électricité, ou est-ce qu'elles ont une certaine sobriété ? De toute façon, à partir du moment où on a une technologie high-tech, il y a forcément une consommation d'énergie, à la fois pour la fabrication de l'ustensile et à la fois pour l'utilisation. Donc, dans un futur proche, on sera amené à revenir à des low-tech, à savoir, on arrête les énergies... les high-tech, c'est fini, quoi. Ça n'a pas d'avenir. Pour moi, je n'y crois pas, c'est impossible. Dans un monde fini où on a une capacité limitée en termes de ressources énergétiques, l'énergie ne se crée pas, hein. Elle se fait que se transformer. Donc, quand on va atteindre le plafond que la planète peut nous produire, et on en est très très proche, en fait, tout ça, ça va commencer par se casser la gueule, forcément. Et on va revenir à satisfaire nos besoins primaires, qui sont se nourrir, se loger. Justement, au niveau du gaspillage, je pense que vous le voyez dans votre travail, au niveau des bâtiments aussi. Au niveau de l'isolation, des matériaux, etc., il y a énormément de progrès à faire. Et notamment, vous demandiez au niveau de la région, c'est la région qui est en charge des formations. Et nous, on avait entendu qu'il y avait eu des crédits de l'Europe alloués à certaines constructions donc dans certaines régions. Et en fait, il n'y a pas les artisans sur place qui sont formés pour les nouvelles énergies. On est très, très en retard en France sur plein de choses. Donc, il y a des crédits de l'Europe qui arrivent. On n'a pas les ouvriers sur place qualifiés pour le faire. Et au niveau du gaspillage énergétique, dans le bâtiment, c'est énorme, quoi. La chaleur qui part par les fenêtres, par le plafond, surtout. Je crois que c'est surtout au niveau des toits. Disons qu'on chauffe des passoires, en fait, de manière générale. Donc déjà, avant de se demander comment produire, déjà se demander comment pas gaspiller tout ce qu'on produit. Ça va déjà beaucoup réduire la production. Et à toutes les échelles, hein, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau agricole, faire pousser des carottes, des pommes de terre avec plein de pétrole, ça peut pas marcher à long terme, c'est techniquement pas possible. Et il se trouve qu'il y a les alternatives. La permaculture, l'agroécologie sont des alternatives qui sont réalistes. Il y a des études qui ont été menées par l'INRA qui montrent que sans machine, on peut arriver à faire pousser des légumes sur une très forte concentration sur un très bon rendement, on va dire, en surface, sans mécanisation. Donc c'est la ferme du Bec et Loin notamment qui est suivie par l'INRA et les chiffres sont là pour le prouver au mètre carré. C'est plus rentable que la mécanisation. Donc une fois que ça, on a l'info, on fait la même chose partout, quoi, sur le logement, sur l'industrie, etc. Il y a énormément de gisements de gains énergétiques dans tous les domaines. Il faut commencer par là, quoi. Tout mener de front, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, il faut tout mener de front. Et alors du coup, quel est votre rôle à vous ? Quelles sont vos modalités d'action en fait ? Donc on a bien compris que du coup le nucléaire c'était devenu une question qui était politique. Donc qu'est-ce que vous faites ? Donc vous intervenez sur les marchés par exemple pour sensibiliser les gens. Donc le CAUE c'est plutôt des ateliers avec les particuliers, c'est ça ou Nous on conseille en direct des particuliers. On a en moyenne entre 1500 et 2000 contacts par an en Saône-et-Loire. Où on va faire du conseil personnalisé, c'est-à-dire pour leur logement, comment isoler, comment se chauffer, comment ventiler correctement, sans non plus passer un budget énorme, dégrossir les aides financières qu'il peut y avoir, parce que c'est un vrai bazar en termes de complexité administrative. Et après, on montre les exemples. C'est-à-dire qu'on a comme un catalogue de références de gens qu'on a accompagnés, suivis, qui maintenant commencent à être assez solides, avec des maisons sans chauffage ou des maisons très très bien isolés ou consomment quasiment plus rien en termes d'énergie. Donc c'est techniquement faisable, pas forcément des coûts exceptionnels, ça dépend vraiment cas par cas, mais on arrive à dégrossir ça. Et je pense que la meilleure preuve c'est l'exemple, c'est pour ça qu'on organise régulièrement des visites d'habitat performant, parce que nous on peut causer, mais à un moment donné les gens ils causent, mais super, mais en gros concrètement qu'est-ce que ça donne ? On va chez des gens qui nous accueillent, qui ouvrent leurs portes et qui montrent, moi je consomme 2 stères par an, 150 mètres carrés sur 2 étages. C'est possible. Je crois que c'est le but, il faut utiliser beaucoup de pédagogie pour dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Mais là, à l'heure actuelle, on voit bien la volonté encore de ce gouvernement de ne pas aller dans ce sens-là. La preuve, c'est que il y a une énergie renouvelable qui s'appelle les barrages hydrauliques. Ils sont ils ont une volonté de les privatiser tous.
Donc, je ne sais pas comment ça va aller, parce que comme tout est tourné vers le fric, je ne sais pas comment ça va aller. Puis pour être la pointe, là, ça va être autre chose, hein, de réguler tout ça. Ça sert à réguler les centrales nucléaires qu'elles tournent moins, ou faire un appel, mais quand ça va être privatisé, ça va pas se passer comme ça, parce que le patron qui va tenir sa boîte, il va dire, moi, je m'en fous de ce qu'on me demande de fermer, et s'il peut faire du fric, je vais laisser couler mon barrage. Et puis il faut aussi à la CGT en Saône-et-Loire un projet à Lucie de biomasse. Donc ça peut être aussi une alternative. Voilà. Alors moi, je crois beaucoup aux petits projets citoyens locaux. Je pense rien qu'en Saône-et-Loire, par exemple, on a à peu près 800 moulins, je crois, qui ont été référencés par l'association Les Amis des Moulins de Saône-et-Loire. Si déjà on leur mettait une turbine à tous ces moulins, ça permet déjà de créer de l'énergie locale, renouvelable, et voilà, l'utiliser localement. C'est important, parce que c'est pour produire de l'énergie dans des grosses centrales, pour les envoyer à l'autre bout de la France. C'est pas rentable d'un point de vue économique. C'est pas cher de relier un moulin au réseau ? Alors, relier au réseau, c'est un coût, effectivement, et surtout, il y a aussi des contraintes administratives assez importantes. C'est le problème français, c'est qu'on aime beaucoup la paperasse, et que le moindre dossier à déposer, c'est un labyrinthe sans nom, donc il faut s'armer de courage. Mmh. Mais en tout cas, il y a une association qui est très très dynamique sur la Saône-et-Loire, et qui peuvent conseiller justement les propriétaires des moulins pour s'équiper sur ce genre de choses. Il y a ça, puis après il y a la méthanisation. Si déjà on couvrait toutes les fosses salisiers de France, ça serait déjà pas mal, je pense. Au lieu d'en faire des sources de pollution, pour en faire une source d'utilisation pour créer de l'énergie. Enfin, il y a énormément de pistes, mais il n'y a pas la volonté politique en fait. Elle n'est pas là. Au niveau local, il y a aussi un projet à Saint-Eusèbe de centrale photovoltaïque, et puis un projet éolien sur Saint-Bérin. C'est pour montrer, moi je suis un peu d'accord avec ce que Samuel disait, hein, c'est plein de petits projets en fait. Nous on veut pas dire à l'équivalent une fermeture de centrale il faut mettre tant d'éoliennes, il faut pas faire le calcul comme ça. Il faut vraiment regarder d'ailleurs il y a des projets éoliens qui capotent, et c'est tant mieux, parce qu'en fait ils sont implantés n'importe comment. En fait il y a une grosse entreprise qui se dit hop, en ce moment il y a une manne dans l'éolien, on y va, et c'est même pas calculé par rapport au courant, au vent, etc. Voilà, c'est juste pour faire de l'argent, et finalement les riverains ont raison de s'opposer à certains projets éoliens qui sont complètement absurdes. Et il y a aussi des projets justement plutôt coopératifs. Et puis tu parlais tout à l'heure au niveau des fournisseurs, Enercop, qui est justement en tant que citoyen on peut aussi choisir vers quel fournisseur d'électricité on va. Après c'est vrai que les citoyens ont une marge de manœuvre limitée, parce que quand on est locataire, on peut choisir son fournisseur, mais s'il y a du chauffage électrique d'installer, etc., c'est pas nous qui le décidons. Et c'est pour ça que je pense le volet politique, on n'y coupe pas. S'il n'y a pas une volonté politique derrière pour aider les gens, on parlait tout à l'heure avant l'émission, les crédits d'impôt, il faut inciter les gens, parce qu'un ménage qui veut s'en sortir tout seul, s'il n'a pas de moyens, il va aller au CAUE, on va pouvoir le conseiller, et puis finalement si derrière il n'a aucun levier financier, il ne pourra pas aboutir. Et c'est ces gens-là en plus qui ont le plus besoin, qui ont des logements, des passoires énergétiques, des factures exorbitantes, et c'est compliqué de changer ensuite de fonctionnement. Après, je pense aussi, quand on parle de se réapproprier l'énergie au niveau local, ça sous-entend aussi développer des projets donc citoyens. Il y a des plateformes qui existent, je pense à Énergie Partagée par exemple, mais il y en a d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête, où le principe il est très bête, c'est que c'est des particuliers, des citoyens qui investissent de l'argent, qui deviennent en quelque sorte propriétaires du capital, et tout est uniformément réparti sur les différentes énergies. Parce que si on commence à dire l'éolien c'est plus rentable que l'autre et machin, on s'en sort pas, on retourne au système capitaliste. Par contre, si on se dit on répartit pour qu'il y ait un investissement, un effort qui soit soutenu et réparti sur toutes les énergies, là, ça y est, on peut lancer enfin une dynamique. Parce qu'il y a des énergies qui sont encore plus coûteuses à développer. Je pense méthanisation, c'est vrai que c'est une énergie qui coûte cher, mais pourtant elle a un potentiel extraordinaire. C'est qu'on utilise des déchets pour faire de l'énergie, c'est quand même
Voilà. Rien que sur le papier, c'est beau déjà. Et au niveau énergétique, c'est excellent. Donc voilà, ça peut être ça, tout simplement, investir. Alors comment on pourrait imaginer de concrétiser ces solutions? Parce que vous m'avez tous parlé de quelque chose d'assez différent. Comment on pourrait imaginer de mettre tous ensemble ces solutions en avant? Nous, on voit fleurir et pousser, mais quasiment quotidiennement, des projets, des initiatives locales, citoyennes. Je ne vais pas toutes les citer, je ne les ai pas toutes en tête, mais je pense aux centrales villageoises, par exemple, qui investissent localement sur Cluny, par exemple, là, sur des projets d'investissement de photovoltaïque. En gros, c'est rechercher ceux qui ont un toit favorablement installé par rapport au soleil, et puis ça vous dit d'investir. Tout le monde investit sur le photovoltaïque, et puis on mutualise le retour sur investissement. Ouais, pourquoi pas, on y va. Des choses comme ça, par exemple. Des associations comme La Ruche qui dit oui, comme les paniers du coin, les AMAP, je pense à un peu tout ça. C'est déjà assez dense comme tissu associatif, parce que en fait, finalement, la solution, elle vient du citoyen et de l'associatif. De ce qu'on voit, c'est ça. Hein. Donc, à part sensibiliser, il faut aussi informer, des moyens. je pense, et montrer ce qui marche, comme ce que tu dis. Informer, parce qu'en fait, on nous a tellement mis dans la tête en France qu'on ne pouvait pas en sortir, parce que, comme Samuel le rappelait, on est nucléarisé au niveau de l'électricité à 80%. Ça paraît énorme d'en sortir, et du coup... je pense que pour beaucoup de personnes, maintenant qui sont convaincus que c'est quand même un danger, il faut leur montrer comment on peut faire et les endroits où ça marche. Et voilà, j'ai encore vu, je crois, ça avant-hier, Grenoble et toute la communauté de communes autour estiment qu'en 2033, ils seront à 100% passés dans le renouvelable. Donc, je veux dire, il suffit d'une volonté politique, en fait. C'est bien le problème. C'est là que ça freine, et en même temps, les initiatives citoyennes, je pense que c'est très important, mais moi, je pense que ça peut être freiné s'il n'y a pas de relais au niveau politique, localement ou régionalement, ça peut les freiner. À part, il y a les territoires énergie positive qui ont été lancés par le gouvernement précédent. Après, peu importe qui a lancé quoi, moi je suis pas dans ce débat-là. Ça marche. Mais c'est efficace, parce qu'on voit des territoires comme Tramail, par exemple, qui ont été primés. C'est à côté de Mâcon, oui. Je crois qu'il a été primé à Rome. Il a dû faire un discours, le maire, pour montrer que lui, il cherche à avoir sa commune, qui est une commune rurale, 100% autonome en énergie. Donc c'est possible. Il y a des villes un petit peu partout dans le monde qui deviennent autonomes en production d'énergie, autonomes dans la gestion de ses déchets, etc. En fait, c'est ça, c'est les petites initiatives locales qui marcheront. Je crois qu'il y a un sujet aussi majeur, on en a peut-être pas beaucoup parlé, c'est pas vraiment ma spécialité, mais c'est qu'on oppose souvent le nucléaire à l'emploi. Oui, ça. Alors qu'il y a un potentiel d'emploi énorme déjà dans les énergies renouvelables. Tout à fait. Mais aussi, on ne va pas du jour au lendemain arrêter les centrales et dire on va tous vous mettre dehors, ça c'est pas possible déjà techniquement. Donc il y aura forcément des compétences qui seront recherchées dans ceux qui travaillent actuellement dans le nucléaire, ne serait-ce que pour le retraitement des déchets. Et pour le démantèlement, parce que quand il faudra démanteler les 58 réacteurs, et à un moment donné, ce sera, c'est eux qui seront sollicités. Reconvertir sur les énergies renouvelables qui amène un gisement énorme. On n'a aucune expérience en démantèlement en France. Et aucune étude sérieuse de fait. Oui. Donc, on n'a pas vraiment d'idée précise. Il n'y a que les salariés du nucléaire qui seraient capables de le faire. C'est tout. Donc ils veulent de l'or, ces gens-là. D'assurer pour longtemps, du coup, là, avec 58 réacteurs à démanteler. Ils ont des connaissances qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. On touche à la fin de ce débat. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un petit mot de la fin ? Merci de nous avoir invités sur ce sujet. C'était important d'en parler. Ouais. À bientôt pour le prochain débat. Voilà. Donc, merci à nos invités d'être venus sur notre plateau Odile. Donc, on vous invite à partager cette émission autour de vous sur les réseaux sociaux, et à bientôt pour une prochaine émission, à vrai dire.